Le premier outil dont tout le monde parle, c'est évidemment ChatGPT, à moins que vous soyez dans une grotte, vous n'avez pas pu passer à côté. Le truc qui vous permet d'écrire le code d'un jeu vidéo en entier, il peut vous permettre de résumer un livre entier en un tweet, ça fait des trucs incroyables. Est-ce que c'est vraiment utile dans un cas concret pour faire par exemple des scripts de vidéos YouTube, des titres de vidéos YouTube? On va le challenger dans cette vidéo, et on va aussi regarder plein d'autres intelligences artificielles qui sont beaucoup moins connues, mais qui peuvent être tout aussi utiles, voire plus utiles pour les créateurs de contenu. Mais déjà, on va aller voir ChatGPT pour qu'il m'aide sur cette vidéo, et je vais lui demander de me rédiger 10 idées de titres pour cette vidéo YouTube. Et vous allez voir que ce qui nous sort, en fait c'est pas fifou finalement, c'est des choses qui sont assez évidentes. Donc je vous laisse les regarder, mais vous voyez qu'on a des choses très banales du type des outils d'IA pour améliorer votre chaîne YouTube, ou pour automatiser, ou pour faire des vidéos de qualité. On est sur un truc hyper banal, et après, pour avoir un petit peu plus de créativité, on va dire, l'IA va nous proposer certaines fonctions qui intéressent les youtubeurs, pour améliorer les miniatures, améliorer les titres, ou les durées de visionnage. Donc c'est hyper basique, et globalement, c'est pas des très bons titres de vidéos. Donc oui, c'est impressionnant, il y a un effet waouh, mais est-ce qu'on va vraiment l'utiliser pour nos vidéos? Pas dans cet état-là. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut lui demander d'affiner. Donc là, je vais lui demander, est-ce que tu peux intégrer un élément de curiosité à ces titres-là? Ça, c'est quelque chose qui marche bien quand on crée un petit peu de, un petit élément de « Ah, mais il y a quelque chose que vous ne savez pas », ou bien que la plupart des créateurs ne font pas, etc. Et là, on commence à avoir des choses qui sont un petit peu intéressantes. On voit que l'IA va reprendre, ChatGPT reprend les mêmes mécaniques de titres, et va rajouter un truc de manière surprenante, étonnante, ou par exemple, de manière inattendue. Voilà, il y a un petit adjectif comme ça. Ça commence à faire des titres à rallonge, par contre. Donc pour moi, il y a encore rien à prendre là-dedans, tout est un peu acheté. Après, je vais dire, ok, on va essayer une autre mécanique de titre qui marche bien. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser l'idée de contredire une idée reçue? Parce que c'est souvent une mécanique de titre qui marche bien, de se dire, prenons quelque chose que tout le monde connaît, tout le monde prend pour une vérité, et on va essayer de défendre un point de vue différent ou opposé. Et là, il commence à y avoir des choses que je trouve intéressantes. Notamment, on a par exemple comment utiliser l'IA pour améliorer votre chaîne YouTube, ok, blablabla, ça c'est très standard, sans sacrifier votre créativité. Ah, ça c'est un truc qui nous parle à nous les créateurs, et vous remarquerez que ça je l'ai gardé dans mon titre final, parce que je trouve que sans sacrifier votre créativité, c'est un truc qui nous parle à nous les créateurs de contenu. C'est un truc qui est hyper important, et que l'IA aille réussir à chercher ce type d'infos là, ça c'est balèze, parce que ça c'est un élément, peut-être j'y aurais pas pensé, ou en tout cas peut-être ça m'aurait pris beaucoup d'énergie pour y penser, et là, hop, la petite graine est semée, je me dis cet élément là il peut être bien. Vous voyez que c'est déjà la troisième itération, je commence à trouver une première petite idée. Il y a aussi par exemple sans vendre votre âme. Je trouve cette idée assez intéressante parce qu'on se dit bah oui mais quand on fait marcher des robots, des machines, alors que nous on est créateurs et qu'on nous connaît et on nous suit pour ce qu'on est directement, bah il y a un petit côté on vend son âme en demandant à des machines de faire des choses pour nous. Donc je me dis ok on est pas mal. Par contre les titres vous voyez ils sont super longs, donc j'ai demandé à l'IA de me proposer des versions plus courtes de ces titres là. Et là ChatGPT a pas très bien réussi je trouve la commande, donc je vais m'arrêter là, mais vous vous doutez bien que en apprenant comment on peut parler à ChatGPT, on peut aller beaucoup plus loin et commencer à avoir des petites idées. Mais voilà, pour moi, pour stimuler ma créativité, c'est génial. Donc vous avez remarqué que finalement, même si ChatGPT est bon, même si c'est impressionnant, j'ai pas gardé aucun de ces titres ou aucune de ces propositions pour le titre final de cette vidéo. Et il y a une raison bien précise à ça et je vous en parlerai justement à la fin de cette vidéo. J'en profite d'ailleurs pour accueillir Alexis Ferragne, qui est un peu le boss de l'intelligence artificielle en France et qui a aussi une chaîne YouTube sur laquelle il décrypte tous ces nouveaux outils de l'IA et comment on peut les utiliser. Et donc j'ai fait appel à lui et il a très gentiment accepté. Et donc il va vous donner un petit peu tous ces insights sur comment on peut utiliser au mieux ces intelligences artificielles, quel va être le futur de ces intelligences artificielles, qu'est-ce qu'on peut en attendre, qu'est-ce qu'on peut ne pas en attendre aussi. Hello Sylvain, yes, alors ChatGPT c'est un outil incroyable pour automatiser des tâches redondantes. Typiquement pour de l'analyse de texte ou de code, c'est vraiment révolutionnaire. Et justement pour te parler du futur de cette IA, je vais apporter un peu de nuance à ton exemple. Pour l'instant, je trouve que c'est encore assez difficile de créer des œuvres textuelles, donc des scripts ou des titres, originaux ou différenciants avec cet outil. Pour l'exemple des 10 titres, ce qui rend l'exercice hyper intéressant pour un youtubeur, c'est de trouver des titres vraiment différents les uns des autres pour pouvoir les confronter ou les synthétiser et de choisir le meilleur à la fin. Le problème, c'est que pour l'instant, ChatGPT génère effectivement des titres avec les normes de YouTube, ce qui est incroyable en soi. Mais il reste quand même un peu limité, par exemple on retrouve le même titre reformulé et d'une manière générale il n'y a pas trop de prise de risque. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles certains étudiants qui utilisent l'IA pour tricher en cours se font griller. En gros, même si ChatGPT génère des réponses différentes, souvent c'est construit de la même manière, tu retrouves les mêmes mots, bref, elle manque encore un peu de créativité. Donc voilà, moi en tout cas, je mets évidemment 5 étoiles à ChatGPT comme outil pour stimuler votre créativité. En plus, pour l'instant, c'est gratuit, ça commence à être chargé sur les serveurs de temps en temps. Il y a sûrement une version payante qui va arriver, mais tant que c'est gratuit, allez-y.
allez stimuler votre créativité là-dessus, mais dites-vous bien que c'est pas ça votre choix final. Alors le deuxième outil que je pense peu d'entre vous connaissent et que nous on utilise déjà au sein de ma boîte pour nos clients, c'est Adobe Podcast. Vous allez me dire oui mais j'ai pas la suite Adobe et tout, ça coûte super cher. Bah justement pour l'instant c'est en bêta et c'est gratuit, donc vous pouvez aller l'utiliser, ça se passe en ligne et en fait ce que vous allez faire c'est que vous allez envoyer votre fichier audio et Adobe Podcast va l'analyser et va essayer de détecter quels sont les problèmes dans le fichier audio pour le rendre bien meilleur. Et c'est absolument balèze, c'est très impressionnant. Et bien sûr ça marche pas que pour les podcasts, ça marche aussi pour l'audio d'une vidéo YouTube. Vous pouvez aller par exemple tourner un plan dans la rue avec les bruits de la rue ou les bruits de l'environnement et voir un petit peu ce que Adobe Podcast arrive à faire avec. Ok, je fais juste un test au smartphone sans parler trop fort et avec un peu de bruit de voiture derrière. Ça on verra un peu ce que donne Adobe Podcast. Ça marche aussi si vous enregistrez trop loin de votre micro. Vous pouvez voir que ça vient améliorer et redonner un peu du relief à la voix. Donc là par exemple, vous voyez un petit peu Ce que ça donne quand je parle de très loin du micro. Je fais 1,50 m là. Donc en fait c'est une IA qui va cibler les défauts de votre piste audio pour les corriger. Et je sais pas vous, mais moi l'audio je trouve que c'est la pire chose à corriger en post-production. J'ai jamais réussi, j'ai toujours galéré. C'est aussi pour ça que j'ai un micro, j'ai celui-là parce que celui-là c'est un des seuls qui a un son vraiment très bien dès le départ. Alors il y en a d'autres qui sont mieux maintenant, mais globalement quand je l'ai acheté c'était pour ça en fait, pour ne plus avoir à m'embêter avec le traitement du son. Et là l'avantage c'est que même avec un petit micro pas cher, vous pouvez avoir un son de bien meilleure qualité d'un seul coup. Autre petite chose intéressante de Adobe Podcast, c'est que vous pouvez aussi tester votre son. C'est-à-dire que vous pouvez enregistrer votre son actuel et Adobe Podcast va vous dire ce qu'il y a de bien, pas bien, ce que vous pouvez améliorer. Alors bien évidemment, on est d'accord, la meilleure des choses, c'est d'avoir un bon setup dès le départ. Et d'ailleurs, quand le son est bon, nous chez nos clients, on n'y touche pas et on le laisse comme ça. Ça sera toujours mieux que d'essayer de retripatouiller. Si le son est bon dès le départ, c'est le cas idéal. Mais ça peut vous sauver dans pas mal de petites situations, l'air de rien. Et quand on n'a pas besoin de retourner sur le terrain pour re-shooter parce qu'on n'a pas eu le bon audio, ça peut parfois même faire économiser beaucoup d'argent. Donc pour moi 3 étoiles parce qu'il va pas vous servir à chaque fois mais il peut vous sortir de gros pépins quand même. Et en petit bonus pendant qu'on est sur l'audio, allez tester un système qui s'appelle SoundRaw et en fait c'est un générateur de musique où en fait on peut vraiment très bien spécifier ce qu'on veut dans la musique. Est-ce qu'on veut un rythme élevé, un rythme lent, passer d'un rythme lent à un rythme élevé et choisir exactement au bout de combien de temps le rythme change. Et on peut tester vraiment ça en direct et c'est assez impressionnant et surtout le côté que j'aime bien c'est qu'évidemment c'est créé par une intelligence artificielle donc ça va être une musique sur laquelle il n'y a pas de droit d'auteur, vous n'êtes pas embêté avec ça, vous pouvez l'utiliser n'importe où sur n'importe quel réseau, mais aussi surtout c'est que vous allez pouvoir monter d'abord votre vidéo, gérer le rythme de votre vidéo en fonction des informations que vous avez données, etc. Et ensuite c'est la musique qui s'adapte à votre vidéo. Alors que d'habitude on fait un peu l'inverse, on a tendance quand on veut mettre de la musique à se caler sur le rythme de la musique, quitte à ce que le propos soit moins bien rythmé ou moins cohérent. Donc pour moi c'est un vrai petit game changer, on commence tout juste à jouer avec, allez vous entraîner aussi dessus pour voir si ça vous plaît. Après les amis, j'aimerais bien vous parler de Canva. ouais, Canva, le site sur lequel on peut faire des miniatures, des trucs comme ça. Il y a de l'intelligence artificielle sur Canva. Pour moi, ça change pas mal de choses en vrai, et pour beaucoup de créateurs aussi. Je vous explique. Canva, alors qui est pas du tout sponsor de cette vidéo, hein, c'est juste que nous on l'utilise beaucoup, c'est un des systèmes en ligne qui est en train de grossir le plus vite. Ils sont en train de débaucher des gens d'un petit peu partout. Moi j'ai la conviction personnelle que ça va aller bouffer le business de Adobe, de Microsoft, peut-être même une partie de Google, enfin voilà. Parce que quand je vois par exemple les étudiants, quand je donne des cours dans des écoles, ils sont tous sur Canva. Mais pour tout, c'est-à-dire qu'ils sont sur Canva pour faire des images, pour faire des présentations, pour écrire du texte, pour faire des PDF, pour faire même du montage vidéo, etc. Ils utilisent Canva pour tout. Et c'est vrai que le but de Canva, c'est de simplifier des process qui jusqu'à présent étaient complexes. Ils le font plutôt bien. Et en plus de ça, on peut travailler en collaboration entre différentes personnes. Alors, petite note, je parle d'intelligence artificielle pour Canva, c'est pas toujours le cas. Je vais aussi vous donner quelques petites fonctionnalités que je trouve très sympas, qui permettent de gagner un temps fou, et qui permettent du coup de se concentrer là où on est bon, et de pas passer du temps à fignoler des détails techniques qui finalement sont pas intéressants. C'est pas toujours exactement des intelligences artificielles, mais je les inclus quand même dans cette vidéo. Alors déjà, en bêta, il y a la génération d'images à partir de texte. Alors je vais vous le dire tout de suite, pour l'instant, c'est pourri. Ça marche absolument pas. Il y a bien mieux, on en parlera un petit peu plus tard. Donc laissez tomber cette intelligence artificielle là, elle est pas intelligente, c'est de la bêtise artificielle. En tout cas à mon sens, il y a rien à récupérer sur cette partie là de chez Canva, mais j'espère qu'ils vont l'améliorer bien sûr plus tard. Alors un petit truc tout bête par contre que j'aime beaucoup, c'est la suppression de l'arrière-plan en un clic. Et je trouve que celui de Canva est très bon, il se trompe quasiment jamais. Donc vous allez prendre une image, une photo de quelqu'un par exemple dont vous voulez parler dans votre vidéo, vous allez cliquer, hop, il va sélectionner le sujet, supprimer l'arrière-plan et ensuite vous pouvez créer votre miniature exactement comme vous voulez ou venir l'incruster dans votre vidéo. Donc ça évidemment c'est la version payante de Canva, mais vous avez aussi des versions gratuites qui existent ailleurs sur le web. Moi je vous recommande d'aller voir sur Xero, qui est en fait un éditeur de site web. Il se trouve que j'avais fait un partenariat pour ma chaîne photo avec Xero et j'avais vu qu'ils avaient des outils d'intelligence artificielle gratuits. Eux, leur seul but, c'est que les gens viennent voir leur service grâce à ces outils-là. Là aussi, hein, pas sponsor de cette vidéo, il n'y a pas de sponsor de cette vidéo en fait. Et je trouve que le système qui
permet d'enlever l'arrière-plan, marche très bien sur Zero, et il est totalement gratuit et sans restriction. Donc voilà, je vous mets le lien dans la description, comme tous les autres logiciels d'IA dont on parle ici. Un autre truc que j'adore, c'est la reconnaissance automatique des couleurs, c'est-à-dire que vous allez utiliser une image ou un bout de texte, l'IA, ou en tout cas Canva, va détecter les couleurs dominantes que vous avez là-dessus, et va vous proposer les couleurs complémentaires pour qu'il y ait un truc un peu harmonieux. Et pour moi qui suis une grosse bille en graphisme, j'adore ça. Il fut un temps où quand je voulais faire ça bien, j'allais chercher des roues chromatiques pour essayer de trouver les couleurs qui complémentaient, etc. Là, Canva me le donne automatiquement et je trouve ça très pratique. Ça va un peu, je trouve, avec tout ce qui fait que Canva est un super outil pour créer des designs modernes. Si vous me laissez sur Photoshop faire du graphisme, je vais faire un truc des années 2000, absolument kitsch et vieillot, alors que sur Canva, c'est à peu près le seul endroit où j'arrive à faire des trucs plutôt modernes et qui marchent bien, parce que c'est simple et parce que les modèles, les polices d'écriture, etc. sont plutôt bien choisis. Et évidemment, on fait aussi nos miniatures maintenant sur Canva. Ça a plusieurs avantages, je trouve, c'est que ça permet déjà, encore une fois, de faire juste le nécessaire sans avoir besoin de faire des trucs hyper complexes. On a quand même pas mal de petits outils de retouche pour l'image. On peut gérer des calques les uns sur les autres, c'est assez naturel. Et surtout, ce que j'aime le plus, c'est que c'est collaboratif. C'est-à-dire que si par exemple, notre graphiste a créé une miniature, qu'elle est postée sur la chaîne d'un client, que pendant les premières heures ça fonctionne pas et qu'on veut changer par exemple le mot qu'il y a sur la miniature, si elle avait été faite sur Canva, moi je peux aller le changer et le mettre à jour directement sans à nouveau devoir faire appel à ma graphiste. Donc voilà, on a une flexibilité qui est quand même super intéressante, et vous, quand vous allez faire grossir votre audience YouTube, vous allez commencer à travailler avec différentes personnes, ça peut commencer à être intéressant d'avoir l'habitude de ces outils-là. Et enfin, sur Canva, il y a l'éditeur de vidéo qui est déjà pas mal. Je trouve que c'est au-dessus du niveau d'un bon vieux Windows Movie Maker, on va dire, sur lequel on a tous commencé et qui globalement fait le job. Parce qu'en fait, voilà, on peut gérer plusieurs pistes, on peut associer les pistes ensemble, on peut faire des transitions évidemment, des choses qui sont assez classiques. On peut même supprimer l'arrière-plan de la vidéo, et ça marche pas trop mal, c'est plutôt voilà, plutôt pas dégueu je trouve. Mais il manque quand même pas mal de petites fonctionnalités, mais j'ai aucun doute qu'ils sont en train de travailler d'arrache-pied pour améliorer tout ça. Moi, celle que j'aimerais voir arriver le plus vite possible, c'est la fonctionnalité de sous-titres automatiques. Parce que les sous-titres automatiques, c'est un petit peu une obligation aujourd'hui quand on crée des formats courts, des formats verticaux. Et pour moi, Canva, c'est assez parfait pour faire justement des petits montages rapides de formats verticaux où on se prend pas trop le chou, on n'a pas besoin que ce soit hyper précis et hyper voilà, travaillé à fond, comme ça peut être le cas sur certaines vidéos longues pour le coup. Et donc, de ne pas avoir cette fonction de sous-titres automatiques intégrée, je trouve ça un peu dommage. Pareil, probablement que c'est quelque chose qui va arriver. En attendant, nous, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, quand on veut faire des sous-titres automatiques, on va utiliser donc un autre service, une autre IA, qui s'appelle CheckSub. Alors là, pour le coup, c'est payant, mais on paye au nombre de minutes de vidéos traitées. Et quand on les utilise pour les formats courts, bah, finalement, ça coûte pas très cher parce que ça va être 30 secondes ici, 40 secondes là. Et donc, au global, c'est plutôt rentable. Et en fait, c'est un service qui va automatiquement détecter la voix, transcrire ça en sous-titres, et on a des moyens assez simples et rapides pour mettre en forme les sous-titres, et ça se cale toujours sur la voix automatiquement. Ça permet aussi de contrôler un peu si l'orthographe est bonne et tout ça. Donc ça, c'est vraiment un outil qui est assez pratique. Il y en a plein d'autres qui existent, il y en a qui sont intégrés directement dans Premiere. Voilà, plein de solutions possibles. Là aussi, nous on utilise celui-là parce que c'est collaboratif, et je peux avoir mon monteur qui envoie sa vidéo dans CheckSub, on a les sous-titres qui s'affichent, et moi je vais vérifier si c'est bon, je corrige les fautes, et ensuite j'exporte, et ensuite la personne qui publie va l'utiliser directement. Donc pour travailler en équipe, c'est plus pratique que de le faire depuis le logiciel de montage par exemple. Et enfin, sur Canva, on a aussi une banque d'images et de musique qui est disponible au cas où, mais après je me dis finalement pourquoi utiliser des images existantes alors qu'on peut demander à une intelligence artificielle de générer exactement l'image qu'on a envie. Qui nous amène à parler évidemment du sujet des générateurs d'images. Et là ça envoie du pâté les amis. Je vais mettre debout parce que vraiment c'est lourd. Prenez par exemple Midjourney, c'est mon générateur d'images préféré aujourd'hui en intelligence artificielle parce qu'il est assez simple de prise en main et on a très rapidement des très beaux résultats. Apparemment, il y en a qui sont plus puissants que ça, Alexis nous en parlera juste après, mais en tout cas pour démarrer Midjourney, c'est assez génial une fois qu'on a passé la barrière du Discord, parce que oui, ça se passe sur Discord, c'est assez bizarre, je sais pas pourquoi ils ont créé ça sur un Discord, et donc il y a des messages de partout et ça peut être un peu intimidant, mais en vrai on s'y fait très vite. Donc on peut lui demander absolument ce qu'on veut, on peut lui demander le format qu'on veut, on peut évidemment décrire l'image qu'on souhaite, on peut décrire un style particulier, le style d'un peintre, le style d'un photographe, le style de tout ce qu'on veut, et l'intelligence artificielle va se charger de nous créer 4 templates, je crois, différents pour avoir des pistes. Et moi j'aime beaucoup ce fonctionnement-là pour cette IA, Midjourney, où en fait, plutôt que de nous dire, ok, voilà là le truc parfait par rapport à ce que tu as demandé, il va nous en proposer 6, et ensuite on peut dire, ok, celle-là j'aime pas, par contre celle-là j'aime bien où ça va, peux-tu me faire d'autres variations sur cette photo-là? Et là, il va pouvoir nous proposer d'autres variations sur ce format. On peut aussi demander d'affiner un format, et on peut aussi nous affiner notre
notre requête. On appelle ça des prompts, c'est-à-dire les mots qu'on va rentrer pour que le moteur d'intelligence artificielle génère plus exactement ce qu'on souhaite avoir. Et sur Midjourney, les prompts sont extrêmement importants. Vous avez des catalogues entiers avec toutes les meilleures prompts pour avoir exactement ce que vous voulez. Je vous mets pareil, tous les liens dans la description. Et le gros avantage de tout ça, c'est qu'ensuite c'est totalement libre d'utilisation ce que vous avez généré. Alors la grosse limite que je vois pour les youtubeurs aujourd'hui à des outils comme Midjourney, c'est que en fait pour illustrer vos vidéos, ça va pas toujours être parfait parce qu'en fait on ne peut pas nourrir le moteur. On peut pas dire par exemple génère-moi une montagne avec une rivière et un arc-en-ciel derrière avec moi Sylvain Lepoutre sur l'image. On peut pas venir ajouter des gens qu'on connaît dans l'image, donc ça veut dire que le moteur va forcément générer des choses qui n'existent pas. Et sur YouTube, souvent on va quand même faire référence à des choses qui existent, qui sont connues, des bâtiments connus, des personnes connues, des événements connus, et c'est là la limite aujourd'hui en tout cas de Midjourney. Par contre évidemment, c'est génial et c'est tout indiqué si vous faites des vidéos sur des jeux de rôle, sur des univers oniriques, si vous faites des vidéos de relaxation, des choses comme ça pour illustrer ce type de vidéo. Alors là vous allez pouvoir vous en donner à cœur joie, vous allez pouvoir faire des images absolument incroyables. Allez, on va inventer un truc là, on va partir par exemple sur, imaginons que je sors une vidéo sur un jeu de rôle dans un univers préhistorique autour de Stonehenge, avec des mammouths, des hommes des cavernes qui prient le dieu de la moisson un matin d'équinoxe d'automne, d'accord? Voilà, soyons très précis. On va voir un petit peu ce que va nous donner Midjourney. Maintenant, je vais proposer la même, mais en rentrant quelques prompts supplémentaires. Alors là, ici, on va pas lui parler comme à ChatGPT en faisant des phrases et en parlant comme à un humain. On va plutôt, au contraire, donner des commandes. Donc là, je vais rajouter une commande, des commandes qui vont donner beaucoup plus de détails à notre image, la rendre plus photoréaliste. Donc, je vais mettre les Intricate Details, Octane Render, Super Résolution, Ultra HD. On peut aussi choisir le format, par exemple, parce que par défaut, on va avoir sur des formats plutôt carrés. Donc, on peut faire AR pour Aspect Ratio, ratio d'aspect. 16:9, 16 neuvième, il va me faire du coup des images en 16 neuvième. Et ensuite vous avez une autre prompt qui est assez intéressante qui est le Q, où en fait Q c'est la qualité finale de l'image, par défaut c'est Q1. Si vous voulez que le système aille plus vite pour rendre votre image, le temps de tester pour voir un petit peu les différentes pistes, vous pouvez faire Q0,5 ou Q0,25. Par contre si vous voulez au contraire que l'IA travaille plus en détail votre image, ça va être beaucoup plus long, mais une fois que vous arrivez à la solution un petit peu finale qui vous intéresse, vous allez pouvoir faire Q2 ou Q3. Encore une fois, c'est que quelques prompts ici, je vous mets des liens dans la description pour en trouver beaucoup plus. Donc vous voyez un petit peu que ça fait des résultats absolument incroyables, et si vous imaginez que je suis en train de créer cette fameuse vidéo sur ce jeu de rôle un peu imaginaire dans un monde préhistorique, c'est carrément des bonnes images d'illustration, et on peut vraiment en faire tout ce qu'on veut, quoi. Et donc voilà, aussi impressionnant que soient ces outils-là, je trouve que finalement, ça a assez peu d'usage pour nous autres les créateurs de contenu. Au mieux, si on a une idée très précise de ce qu'on veut, on peut générer un petit truc qui peut nous aider pour une miniature, mais globalement, c'est pas ça qui va rendre la miniature meilleure, parce qu'en général, sur YouTube, on a quand même besoin de se rattacher sur des éléments qu'on connaît. C'est là un petit peu la limite des IA actuelles sur ce système-là, ou alors ça va vous créer un look un petit peu cartoon éventuellement, mais voilà, pour moi il manque encore un truc. Si vous voulez essayer Midjourney, c'est gratuit sur les 25 premiers designs, et ensuite il y a des offres payantes mensuelles en fonction de ce que vous souhaitez. Après il y a Stable Diffusion qui a l'air très intéressant, d'ailleurs c'est celui je crois que utilise le plus Alexis. Là dans celui-là on peut entraîner en fait l'intelligence artificielle à utiliser ou générer des images à notre image par exemple, mais c'est beaucoup plus technique à utiliser et c'est pour ça que je ne vais pas vous recommander d'aller vers cet outil-là pour l'instant, parce que là pour le coup il y a un vrai apprentissage. Yes, bien sûr. Alors les deux gros avantages de Stable Diffusion par rapport aux autres outils de génération d'images, c'est déjà qu'il est gratuit et surtout qu'il est open source. Et en fait, ça permet à un YouTuber de venir rajouter sa tête dans l'IA pour potentiellement créer des miniatures. Ce que je vous montre là, ce sera sans doute la norme dans quelques années parce que pour l'instant, il y a une petite barrière technique. Mais voilà, par exemple, je veux créer une miniature pour une vidéo d'intelligence artificielle. Donc je vais chercher à créer une version robot de moi-même. Je vais demander à l'outil de générer plein d'images. Et une fois que j'ai trouvé la photo qui me plaît, je vais pouvoir l'améliorer avec Photoshop. Donc là, par exemple, rajouter cette main robot et retoucher les couleurs. Et d'ailleurs, au moment où j'écris cette vidéo, Alexis propose déjà une prestation pour des créateurs de contenu qui voudraient se voir générer un certain nombre d'avatars à leur image par l'intelligence artificielle. Donc il va utiliser certaines de vos photos pour entraîner une IA, pour ensuite générer des avatars dans tous les univers que vous imaginez. Alors avant que je donne mon outil d'intelligence artificielle préféré, j'aimerais bien du coup te demander à toi, Alexis, où est-ce que tu penses que ça va en fait, toutes ces IA? Est-ce que déjà on les utilise mal aujourd'hui? Est-ce qu'on peut les utiliser mieux? Et surtout, quel va être le futur? Parce que finalement, ces IA de génération d'images, moi il y a quelques mois encore, je disais ouais non mais on voit tout tellement la limite, on voit c'est dégueulasse, ça ressemblait au truc de Canva aujourd'hui, et donc je me disais oui c'est chouette de voir ce que ça fait, mais jamais ça aura une utilisation réelle. Et là aujourd'hui on y est, et quand on voit ce que fait ChatGPT alors que c'est qu'une première version, il y a de quoi se dire que ça va quand même changer pas mal le visage de la création de contenu et de YouTube notamment aussi. Donc voilà, ça pose plein de questions. Je pense que c'est important pour vous que vous ayez l'avis de quelqu'un
qui vit dans l'IA tous les jours, pour qui il respire, il dort IA tous les jours, pour avoir une idée de est-ce que ça vaut le coup que vous investissiez dans ces choses-là aujourd'hui par rapport à ce qui va arriver, ou est-ce que finalement il y a une espèce de grosse hype autour de ça, mais en fait ça va finalement pas changer grand-chose à ce qu'on fait, et dans ce cas-là, peut-être même pas besoin de perdre du temps à les essayer aujourd'hui. Donc vas-y Alexis, dis-nous un petit peu toi ce que tu en penses. C'est quoi ton avis là sur tout ça? Je ne vais pas faire de spéculation sur ce dont GPT-4, le successeur de ChatGPT, sera capable, parce que certaines annonces et rumeurs se contredisent, mais ce qui est certain, c'est qu'il sera plus optimisé, mieux entraîné que ChatGPT. Et justement, les fondateurs d'OpenAI laissent à penser que GPT-4 proposera des réponses textuelles plus pertinentes et plus créatives. Donc ça, c'est pour un futur proche, on va dire. Maintenant, à moyen terme, une évolution majeure des IA de ce type, c'est ce qu'on appelle la multimodalité. C'est la capacité de comprendre à la fois le texte, l'audio, l'image et la vidéo au sein d'une même application. Imagine qu'on puisse envoyer une miniature dans ChatGPT et demander à l'IA « À ton avis, quels éléments on pourrait rajouter ou enlever pour créer une variation intéressante ?» Un autre exemple, pour créer une vidéo de vulgarisation sur l'IA, ce que j'aime bien faire, c'est regarder des cours vidéo ou audio qui durent plus d'1 heure et qui expliquent en profondeur un papier de recherche. Donc je le regarde plusieurs fois, je le synthétise dans une vidéo de 5 minutes. Avec une IA multimodale, il serait théoriquement possible d'envoyer le lien de la vidéo ou du podcast directement dans le chat, puis de demander la synthèse à l'IA. Pour la création de vidéos avec l'IA, Google et Facebook ont déjà développé leur propre techno. Malheureusement, c'est pas encore ouvert au grand public, pour des raisons éthiques sans doute. Pour l'instant, c'est vraiment le début, on pourra vous afficher quelques résultats pour vous donner une idée, mais ce qu'il faut bien garder en tête, c'est qu'au mois de mai dernier, c'était exactement pareil pour les IA text-to-image. Les résultats étaient entre guillemets tout aussi mauvais, tout ça pour dire que ça peut évoluer très rapidement et ça permettrait aux youtubeurs de créer facilement des vidéos b-roll uniques pour illustrer leurs vidéos. Merci beaucoup Alexis, c'est vraiment, je trouve, un sujet très excitant, un peu flippant aussi parfois, et surtout la fameuse question qui se pose, c'est est-ce que un jour ces machines vont finir par remplacer la créativité? En fait, je pense qu'il ne faut pas le prendre comme ça. C'est évidemment pas aussi créatif qu'un humain, parce qu'on est toujours capable de penser totalement en dehors de plein d'autres choses, mais les IA vont vraiment nous aider à être plus créatifs. C'est comme ça que je le vois. La créativité, c'est un muscle, ça s'entraîne, ça se travaille. En gros, imaginez que vous avez, je sais pas, une espèce de petit réservoir de créativité dans votre cerveau. Vous avez 10 crédits de créativité par jour. Jusqu'à présent, vous alliez utiliser peut-être pour vos vidéos YouTube 5 crédits pour trouver un titre et une idée de miniature, 3 crédits pour faire un bon script, et un ou deux crédits pour faire des choses exceptionnelles. Et en fait, avec une bonne utilisation des IA, ce qui va se passer, c'est que vous allez utiliser à peine un crédit pour trouver les bons prompts et la bonne façon de parler à ces intelligences, qui vont vous faire toute la partie un petit peu habituelle, classique, où vous allez vous quand même intervenir sur la sélection, sur l'amélioration de certains petits points, et il vous restera 7 ou 8 crédits à la fin pour faire des choses exceptionnelles. Et donc c'est les personnes qui arriveront justement à dépasser le stade actuel du contenu pour faire des meilleurs contenus parce qu'ils se feront aider dans les tâches plus traditionnelles par les IA. C'est ces personnes-là qui vont complètement cartonner sur la plateforme après. Si vous voulez vous former sur le sujet et être au courant des toutes dernières nouveautés sur tout ce qui est le milieu des intelligences artificielles, courez vous abonner à la chaîne d'Alexis, je vous mets le lien en description, je vous le mets aussi en fiche ici. Voilà, vous allez voir, c'est des pépites et surtout ces vidéos sont excellentes, très bonnes, du bon storytelling et tout ça. Voilà, vous allez vous régaler. Et en bonus encore, je vous donne un autre outil qui s'appelle AutoCut. Alors ça fait un petit moment que ça existe, mais je l'avais jamais testé. Et là, on l'a fait tester par quelqu'un de l'équipe, Benoît, qui a rejoint l'équipe et qui est monteur pour la boîte. Et donc c'est assez marrant et je vais laisser Benoît nous dire un petit peu quelle est son impression, après l'avoir utilisé quelques jours, à quel point ça peut changer sa prestation de montage. AutoCut, ça me permet de gagner à peu près 5-4 minutes par short. Et pour les vidéos longues, tout début, ça va me faire gagner environ, je dirais 20 minutes par vidéo. Soit ça va à toute fin me faire gagner quasiment 40 minutes que j'aurais passé tout au long du montage en me faisant les cuts automatiquement pour moi. J'ai une telle erreur. J'ai l'AutoCut ici. Ça, c'est une première version. Cette version-là, elle n'est pas définitive. Je sais qu'il y a des blancs à enlever, etc. etc. Mais plutôt que de moi les enlever dès le début, alors que ça m'aurait demandé un cut, etc. Là, j'ai juste à sélectionner la piste, lui dire 1 ou 2 paramètres. Je peux aussi laisser faire un IA, mais pour l'instant, je préfère juste lui dire exactement ce que je veux. Je le fais découper. Et de cette façon, après, ça me permet de faire une relecture après. Donc là, ça va en supprimer beaucoup parce que je l'ai fait exprès d'en laisser pour le tester. Et là, du coup, il est en train de me le faire en quelques secondes, quoi. Il va supprimer tous les espaces supplémentaires. Vu que je connais
mes paramètres, vu que j'ai fait des tests sur des passages plus courts, bah, je suis quasiment sûr que les 3/4 des cuts sont bons. Et après, du coup, de toute façon, je vais faire une relecture comme je fais maintenant tout le temps à la fin de la vidéo. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, et ben je le corrige parce que rien n'est supprimé définitivement et je peux tout faire revenir. Que quand Benoît m'a dit ça, j'ai dit ok, pas de souci, on l'achète. ça va nous faire économiser tellement de temps et surtout, c'est des tâches qui sont pas les plus fun la plupart du temps pour les monteurs de faire toute la partie dérushage. Moi perso, c'est vraiment la partie que je repousse le plus possible quand je dois faire des montages. Alors qu'une fois que tout est dérushé, qu'il faut prendre les bouts et les mettre ensemble, c'est la partie fun finalement. Si à la fois ça peut nous faire gagner du temps et en plus nous enlever de l'emmerdement, franchement c'est tout bénef. Donc ça coûte 10 € par mois, donc pour nous c'est hyper rentable. Après ça dépend un petit peu vous si vous faites beaucoup de vidéos. Je vous laisse regarder un petit peu chacun de votre côté. C'est aujourd'hui uniquement disponible pour Adobe Premiere Pro, mais voilà, quelque chose me dit que ces systèmes-là, ils vont assez rapidement arriver dans nos logiciels de montage de toute façon en fonction intégrée. Bon, il est temps de vous dévoiler l'intelligence ultime, l'intelligence par laquelle je ne fais que jurer depuis des mois et des mois sur cette chaîne YouTube et surtout sur les chaînes de nos clients, c'est l'intelligence collective. Vous allez me dire, oui mais c'est pas une IA ton truc. Oui, mais c'est pas non plus une intelligence qu'on a l'habitude d'utiliser, on a souvent tendance en tant que créateur de contenu à être tout seul dans notre tête, et l'intelligence collective, vous avez plein de moyens de l'utiliser, et c'est hyper puissant. Vous croyez pas de toute façon que j'allais laisser l'entièreté de mon job à des robots non plus. Parce que finalement, je pense que c'est ça la vraie question, c'est pourquoi je suis intimement persuadé que faire des vidéos entièrement générées par des intelligences artificielles, ça ne marchera pas sur YouTube sur le long terme. En tout cas, ça n'apportera pas les résultats que nous, on souhaite avoir sur YouTube. En dehors du fait que déjà, Google, YouTube et tous ces services-là, ils sont sur le pied de guerre pour essayer de trouver des parades pour justement détecter des contenus générés automatiquement. Parce que ça veut dire la fin de la plateforme, en fait. S'il y a des gens qui arrivent à craquer le truc et à créer des vidéos entièrement automatiquement, ils vont pouvoir en créer 10 000 par jour, inonder toute la plateforme, et si jamais les algos de recommandation se mettent à pousser que des vidéos comme ça, c'est la fin des plateformes. Donc ils sont obligés de trouver des parades. Google a déjà mis en place ça depuis quelques mois, d'ailleurs, en disant, si on arrive à détecter qu'un contenu a été généré par une intelligence artificielle, on le dézingue de nos recommandations. Donc il peut même, à un moment, il pourrait même y avoir un truc un peu punitif, du genre, on reconnaît qu'on n'est pas capable de tout reconnaître, par contre, si on arrive à reconnaître avec une certitude que quelque chose a été créé par une IA, on peut vous mettre une pénalité sur le reste des contenus, sur une chaîne, etc. Ça pourrait tout à fait être possible, ça pourrait être un moyen de dissuader les gens d'utiliser des IA de façon un petit peu trop extrême. Mais l'autre vraie raison qu'il y a derrière ça, c'est que dans le cœur même de YouTube, le système de recommandation de YouTube, il n'est pas basé sur des machines, il est basé sur le comportement humain. Encore une fois, on insiste toujours sur les mêmes choses sur cette chaîne, mais il faut continuer à le dire. C'est pas parce que vous avez mis un certain nombre de tags, de mots-clés, que vous avez utilisé je ne sais quel hack, que votre vidéo va être poussée et mise en avant. Votre vidéo ne sera poussée et mise en avant que si, quand YouTube la montre à des nouvelles personnes, ces gens la cliquent, ces gens la regardent, ces gens l'apprécient et ont envie de la partager avec d'autres gens. C'est tout. Ce sont des signaux humains. Et quand ces signaux... Donc ces signaux humains, moi mon job, c'est de traduire ces signaux humains en analytics, en métriques, et nous, donc ensuite viser ces métriques parce que c'est notre seule façon de savoir si effectivement les signaux, les humains vont renvoyer des bons signaux. Mais il ne faut pas mettre les choses dans le mauvais ordre. C'est pas parce qu'on a soigné sa rétention, qu'on a une rétention incroyable, que forcément la vidéo sera toujours mise en avant. Parce que ce qui compte, c'est le signal humain derrière. Et l'humain, il a une tendance à se lasser assez vite. Et donc tous ces contenus qui pourraient potentiellement être générés par des IA, bah il y a quand même des points communs, des traits communs, des trucs qu'on arrive à reconnaître. Il y a toujours un truc où on se dit, c'est pas tout à fait naturel, c'est pas tout à fait humain. Ça manque de relief, ça manque de personnalité, ça manque de coup de gueule, ça manque de choses comme ça. En fait, je pense que peut-être pendant un temps, ça va marcher un petit peu, mais ensuite on va s'en lasser très très vite et on voudra forcément aller vers quelque chose de nouveau et de différent. Donc toute la question, c'est surtout vous, là, vous créateurs de contenu, comment vous faites pour que, puisque demain des machines vont être capables de faire des vidéos peut-être un petit peu dans la même veine que ce que vous faites aujourd'hui, comment vous faites vous différencier par rapport à ça? Donc il va falloir commencer quand même à penser à l'étape d'après et comment vous allez transformer votre contenu pour être sûr et certain que ça ressemblera en rien à ce que peut créer une intelligence artificielle. Donc mettre de la personnalité, mettre de vous, mettre de vos émotions, de votre tempérament, etc. Alors je vous parle d'intelligence collective parce que pour moi, c'est le meilleur moyen, en fait, c'est le meilleur juge de paix pour s'assurer que justement, vous avez suffisamment mis de vous, suffisamment d'émotions, suffisamment de grinta à l'intérieur de vos vidéos. Alors on fait comment nous avec nos clients? Évidemment, aujourd'hui, on utilise les IA pour nous aider pour nos clients. Mais en fait, on va juste prendre le meilleur de chaque outil et on va pas lui demander plus que ce qu'il est capable de fournir. Donc par exemple, pour les titres, nous, on a un spécialiste des titres dans l'équipe. Il va générer 2-3 idées dans sa tête de mécaniques de titres qui pourraient fonctionner, qui viennent en fait déjà d'un fichier qu'on a avec pas mal de mécaniques qui fonctionnent, mais aussi de sa veille permanente sur les nouvelles tendances, les nouveaux types de titres qui marchent, etc. Et donc ça va être le point de départ. Et ensuite ça, on va pouvoir nourrir l'intelligence artificielle là-dessus pour que l'intelligence artificielle nous fasse un petit peu des propositions, aller chercher
chercher des petits pas de côté et essaye de trouver peut-être des expressions qui font un peu plus mouche ou des trucs auxquels on n'avait pas pensé. Et on va se nourrir un petit peu de ça et on va assembler un peu les pièces ensemble pour créer 5 ou 6 titres qui, à la fin, peuvent avoir un très bon potentiel. À ce moment-là, on dit bye bye l'IA, merci pour tes bons services, on va prendre les choses à partir de là. Et les 5-6 titres, donc cette personne va les partager sur nos serveurs, un serveur commun qu'on a nous sur Discord dans l'équipe. Et ensuite, nous, on va venir voter sur ces différents résultats avec notre point de vue totalement extérieur de personnes qui ne connaissons pas la vidéo, qui ne savent pas de quoi ça va parler. Est-ce que je clique sur ce titre? Est-ce que je clique pas sur ce titre? On peut voter pour 1, 2 ou 3 titres et on voit un petit peu ce qui ressort. Et souvent, c'est assez drôle parce que quand on crée les titres nous-mêmes, on a le nez dedans, on a des fois tendance même à s'attacher à une idée de titre particulière et on voit qu'en fait, quand on le montre à 10 autres personnes, il y en a 8 qui préfèrent un autre titre qu'on n'avait pas considéré ou qu'on pensait pas être le meilleur. Et donc souvent, ça permet de ramener un petit peu à la réalité. Et on s'arrête pas là. Si jamais il y a des personnes chez qui ça déclenche un petit peu de créativité et qui disent du coup ça m'a fait penser, est-ce que tu as pensé aussi à le mettre comme ça ou à le tourner comme ça ce titre-là? Ou bien parfois on dit aussi, écoute, sur les 4 titres que tu as sortis, il n'y en a aucun qui me parle vraiment. Mais par contre, encore une fois, intelligence collective, dans nos règles, si jamais on dit il n'y en a aucun qui me satisfait, on est obligé de faire une contre-proposition. Donc là on doit se creuser un peu le cerveau, aller utiliser peut-être un crédit d'énergie créative pour aller trouver des idées innovantes pour sortir ce titre qui va faire vraiment une grosse différence sur les taux de clics sur la vidéo du client. Donc vous voyez qu'au final, en fait, l'IA dans notre process, il joue un rôle, mais c'est un petit rôle, mais un rôle très important parce qu'en fait, c'est le rôle qui est le plus chronophage en réalité. C'est celui, vous savez, où on tourne un peu en rond. C'est celui où ouais, je pense que j'ai une bonne idée, mais je sais pas trop comment la formuler. Je vais chercher un peu, je vais aller dans les dictionnaires de synonymes, je vais aller chercher un petit peu sur YouTube pour voir ce qu'ont fait les autres, etc. Et c'est ce truc-là qui peut prendre parfois une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure pour trouver juste le bon mot, la bonne expression. Et là, l'IA, en fait, nous aide vachement dans cette partie-là. Mais vous voyez bien que c'est pas l'IA qui prend la décision, c'est pas l'IA qui va me dire ce titre-là c'est le meilleur, vas-y. Cette décision, elle revient à l'humain et même aux humains. Je vous ai parlé de notre équipe, mais vous pouvez tout à fait, vous, le faire avec votre communauté et dire voilà, j'ai 3-4 idées pour une prochaine vidéo, voilà les idées de titre, lequel vous préférez. Vous avez l'onglet communauté pour ça, vous avez peut-être certains des Discord, vous avez Instagram, vous pouvez faire des sondages. N'hésitez pas à utiliser tous ces outils-là pour voir un petit peu ce qui titille un petit peu plus la curiosité de votre communauté. Et le bonus de tout ça, je trouve, c'est que cette petite partie que l'IA prend en charge, c'est généralement la partie la plus chiante, faut se le dire, et donc ça rend notre job encore plus plaisant. Déjà qu'on adore notre job d'aider les créateurs de contenu et d'être dans la partie YouTube, l'optimisation tous les jours, tout le temps, et là en fait c'est encore plus kiffant, donc c'est juste parfait quoi. Donc faites pareil, interrogez votre communauté ou éventuellement créez un petit groupe de créateurs. Sur le Discord du coin des youtubeurs, vous avez la possibilité de créer des petits groupes ou de faire des petites discussions entre vous pour dire qu'est-ce qui a envie qu'on se fasse un petit groupe où on échange les uns les autres et on s'entraide les uns les autres sur nos miniatures, nos titres, etc. Challengez-vous, allez-y, parce que sinon nous autres les youtubeurs on est quand même assez souvent seuls autour de notre création de contenu, et s'il y a bien un truc qui est certain, c'est que pour tout ce qui est créativité, on y arrivera toujours beaucoup mieux quand on sera à plusieurs que quand on sera tout seul. Je sais pas vous, mais moi il suffit que je sois avec une personne avec qui ça clique bien, et pour moi on sort des choses qui sont 10 fois plus créatives quand on est à deux que quand je suis tout seul. Et c'est plus rapide, et c'est plus plaisant. Mais attention, vous devez toujours avoir le mot final. Même si votre communauté vous dit « ouais, ce titre-là est bien meilleur, etc. » Si finalement vous vous êtes rendu compte que par rapport au début de votre vidéo ça collait moins, changez-le. Par exemple, le titre de cette vidéo, celui dans les titres que j'avais proposé à mon équipe, finalement celui qui avait été choisi, il est différent de celui que vous avez vu aujourd'hui. Pourquoi? Parce que il était très bien, je pense qu'il allait provoquer le clic, mais par rapport au début de la vidéo, ça collait plus trop. Et donc finalement j'ai décidé de le changer. Vous utiliserez peut-être pas ces 9 outils qu'on a vus aujourd'hui, mais je vous demanderai au moins de considérer le 9e, l'intelligence collective, qui est à mon sens extrêmement intéressant. Je vous ai pas fait la blague de générer cette vidéo entièrement par une intelligence artificielle, de faire le truc de ah en fait grosse surprise, toute la vidéo a été écrite par une intelligence artificielle. Non, vous vous doutez bien que avec la passion et l'émotion que je vous ai mise ici, je n'aurais pas pu être aussi passionné par un texte généré par une machine, et c'est peut-être ça qu'il faut conclure finalement sur cette vidéo. Faut jamais conclure une vidéo YouTube, mais là je vais le faire, doute de Dieu, c'est que vous arriverez jamais à vous prendre autant de passion sur un texte que quelqu'un d'autre a écrit. C'est un problème auquel sont confrontés pas mal de créateurs de contenu qui commencent à avoir une grosse audience et une grosse chaîne. C'est le moment où ils commencent à se faire aider sur l'écriture, bah finalement, vous allez mettre de moins en moins de vous dans les vidéos parce que c'est quelqu'un d'autre qui a écrit, c'est quelqu'un d'autre qui a trouvé les arguments, qui a fait parler sa sensibilité, et donc finalement on perd un peu de tout ça. Alors je vous rassure quand même, il y a eu un premier jet qui a été fait par ChatGPT pour le programme de cette vidéo-là, que j'ai quand même beaucoup retouché. Il y a des illustrations par Midjourney, il y a des moments où ma voix était un petit peu retravaillée par Adobe Podcast, on a créé la miniature sur Canva, enfin voilà, tout ça vous connaissez. Mais surtout on a bossé en équipe, dans la rédaction du
script, dans le choix des titres, dans l'angle à prendre, etc. etc. Dans la collaboration avec Alexis aussi, évidemment. Allez voir sa chaîne encore une fois, lien en description, Alexis Ferragni. Et tout ça pour que cette vidéo elle finisse par avoir du relief et de la personnalité. Parce que sinon, en fait, à quoi bon être créateur YouTube si on peut plus mettre sa personnalité dans ses vidéos? Et en parlant de créateurs, est-ce que vous avez remarqué que certains YouTubeurs, notamment des grands YouTubeurs, ont tendance à bouger la tête quand ils parlent? Et j'ai trouvé ça bizarre pendant longtemps avant de comprendre ce qui se passait, et j'en ai même fait une vidéo, vous pouvez la retrouver juste ici, cliquez là, vous allez voir la réponse est assez étonnante.